Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir autour de la question suivante: comment mieux valoriser l'azote produite par et pour nos chèvres afin de limiter les achats en azote minéral. Première partie. Alors nous sommes aujourd'hui avec Sébastien Minette à Lusignan, donc dans la Vienne. Sébastien, vous êtes chargé de projet agronomie et système de culture innovant à la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et également ingénieur territorial éco-phyto. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sébastien Minette, tout d'abord, pourquoi diminuer les apports en azote minéral sans dégrader les performances? C'est un enjeu actuel. L'azote est une ressource non renouvelable et le prix de l'azote va un jour augmenter. On a déjà subi plusieurs augmentations, donc en 2022, en 2012. Et donc un jour, il faut s'attendre à ce que cet azote minéral disparaisse progressivement. De plus, dans certains cahiers des charges, je prends le cahier des charges bio par exemple, cet azote minéral est interdit. L'apport en azote minéral moyen dans les systèmes conventionnels en élevage caprin que nous avons étudié est de 60 unités par hectare, ce qui est 2 fois moins qu'un système conventionnel en grande culture d'après les références défis régionales. Dans les systèmes de culture des élevages caprins, comment les besoins en azote sont couverts ? Dans les élevages caprins, on a à peu près 45% de l'azote qui est couvert par la fixation symbiotique, grâce à la tête de rotation comme la luzerne ou les prairies multi-espèces, grâce aussi à la mise en place de cultures protéagineux annuelles. Donc ça représente à peu près 45%. 30% sont couverts aussi par tout ce qui est la gestion de matières organiques, donc le retour des matières organiques dans les parcelles. Donc ça peut se faire par des fumiers, par des composts. Et il va donc rester un petit laps, c'est-à-dire 25%, qu'il va falloir couvrir soit par des apports minéraux, ou soit par la mise en place de nouveaux leviers. Donc ça veut dire que 75% de l'azote qui est nécessaire aux cultures est permise grâce à l'élevage, c'est quand même très positif ça. C'est exactement ça. Donc le premier levier agronomique pour acheter moins d'azote, c'est de capter l'azote qui est dans l'air, qui est globalement gratuit encore pour l'instant. Donc expliquez-nous un petit peu cela. Nous avons des plantes comme qu'on appelle les légumineuses qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique et donc on n'a pas besoin de fertiliser pour produire. Donc ces plantes sont très intéressantes dans nos systèmes. Donc c'est par exemple les trèfles comme le trèfle violet, le trèfle blanc, le trèfle hybride, le lotier, le sainfoin. Il peut s'agir aussi d'une bonne tête de rotation qu'est la luzerne. Donc là on a des parcelles qui vont être implantées 4-5 ans en luzerne où on n'a pas besoin de fertiliser en azote. Ça va être aussi des cultures comme le pois protéagineux, le pois fourrager, la lentille, le soja. Donc ça c'est ces espèces donc ils n'ont pas besoin de fertilisation pour leur culture, pour leur production, et en plus qui vont restituer fortement de l'azote aux cultures suivantes. Donc prenons par exemple l'exemple d'une luzerne. La luzerne va à peu près restituer 40 unités, environ 40 à 60 unités, 3 années suivantes. Alors 40 unités par rapport aux besoins des cultures céréales, ça représente à peu près un quart de la couverture des besoins de la céréale à paille. Donc je parle bien là pour des potentiels de 70 à 80 quintaux hectares. Donc la luzerne va permettre de faire une économie en azote. En revanche, il ne faut peut-être pas faire quand même l'économie sur le phosphore et puis le potassium. Ah, tout à fait. Donc la luzerne, on a tendance à l'oublier, est une culture qui est exigeante en phosphore et en potassium. Donc il faut retenir en tête qu'il faut à peu près apporter 5 unités par tonne de matière sèche produite pour la luzerne en phosphore et 25 unités par tonne de matière sèche produite toujours pour la potasse. Alors après une luzerne, on va privilégier des cultures qui sont consommatrices en azote et qui vont bien valoriser cet azote-là. Donc derrière, on va surtout penser aux céréales à paille, un blé, une orge va bien valoriser cet azote-là. On évitera bien sûr de remettre des protéagineux annuels directement après une luzerne. On peut aussi imaginer de détruire la luzerne plus tardivement, donc se prendre le temps de la destruction et prévoir une destruction pour le mois d'avril. Et après derrière, remettre une culture de printemps type tournesol ou maïs. Des références récentes construites par INRAE, ici à Lusignan, indiquent des valeurs fertilisantes du compost issu du fumier de chèvre de 12 kg par tonne de matière brute en azote, 7 kg par tonne de matière brute de phosphore et 29 kg par tonne de matière brute de potassium.
Sa teneur plus importante en soufre offre également un atout particulier pour maintenir les légumineuses, augmenter le rendement et assurer un meilleur équilibre entre les espèces. Sébastien, déjà, c'est quoi un compost et puis quels sont ses intérêts par rapport au fumier ? Je reviens juste sur le fumier, le compost, c'est vraiment l'or noir des exploitations, souvent considéré comme un déchet alors que c'est primordial et qu'il y a un enjeu fort pour la fertilité de nos sols derrière. Donc la différence entre un fumier et un compost, c'est que le compost va avoir été endainé pendant plusieurs mois. Donc on considère qu'il faut au moins une période de 2-3 mois qu'il va être. Donc ce fumier, c'est un fumier qui est endainé, qui va être retourné régulièrement. Ça va permettre une montée en température, et cette montée en température va permettre de l'assainir, c'est-à-dire de diminuer en particulier, de retirer des mauvaises herbes à l'intérieur, voire des maladies. Un tas doit être aussi maintenu humide, donc soit arrosé ou soit à la pluie. Ce compost-là, donc, va permettre de diminuer les quantités, les volumes à exporter après, enfin à restituer sur les parcelles. Donc on aura un produit moins volumineux, à mettre à dose moindre à l'hectare, et derrière qui sera assaini. Et pour avoir un beau compost bien émietté et bien fait, quelles sont les recommandations de la chèvrerie jusqu'au moment de l'épandage ? Donc dans l'idéal, c'est bien sûr de mettre en andain ce fumier, de le retourner au moins 2 fois, avec 20 jours d'intervalle entre ces 2 retournements, de maintenir de l'humidité sur ce compost. On peut aussi, il va falloir faire composter donc pour qu'il y ait cette action des bactéries au-delà de la montée en température, donc il faut au moins composter pendant 2 ou 3 mois. Une fois que ce compost sera mature, donc on va le restituer dans les parcelles. Donc on va aussi utiliser un matériel un peu spécifique qui est un épandeur équipé de tables d'épandage ou de hérissons verticaux. Ça permettra d'avoir une bonne régularité d'épandage. On est sur des proportions un peu moindres que le fumier, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment un réel gain de volume. Et on est sur des proportions de 10 à 15 tonnes par hectare. Concrètement, le compost, on en met plutôt sur quelle culture et à quel moment privilégier certaines cultures plutôt qu'une autre ou on en met un petit peu sur toutes ou... Enfin, c'est quoi la stratégie ? Le compost va être quelque chose qui va être assez riche aussi en PK. Donc je reviens sur le PK, sur la luzerne. Donc typiquement, on peut le mettre avant une luzerne. On peut aussi le mettre avant des cultures comme du maïs en silage, qui est fortement consommateur en PK. Et pourquoi pas, et ça permettrait aussi d'augmenter le créneau pour répandre ces composts, mettre ça sur des couverts végétaux. Eh bien, ça fait une belle transition puisque nous parlerons des couverts végétaux dans le prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur comment mieux valoriser l'azote produite par et pour nos chèvres afin de limiter les achats en azote minéral. Dans le prochain numéro, nous retrouverons à nouveau Sébastien pour parler couvert végétal, méthode Merci et culture de protéagineux. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.